Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien, oui, je sais, là on n'est plus en paysage, mais on est en portrait. Aujourd'hui, je viens pour notre 4e FAQ question du jour. Je vais essayer de répondre aux questions que vous m'avez posées et j'espère trouver les réponses qu'il faut pour vous. Sinon, continuez toujours à me poser des questions et je continuerai toujours à faire des recherches ou à me pousser encore plus loin pour pouvoir vous répondre à vos questions. Et je tiens à vous rappeler aussi, n'oubliez pas chaque fois que vous voyez FAQ question du jour qui veut simplement dire que j'ai besoin de vos questions pour venir ici et vous répondre. Alors, sans plus tarder, on passe à la première question. Franck Mob, hey Chilo, juste par curiosité, devons-nous attendre de vous un film long métrage bientôt? Yes Franck, vous devez vraiment vous attendre à ça parce que ça fait vraiment un bon moment, je pense que peut-être 2 ans déjà passé, que je suis en préparation pour ce long métrage, que je m'étais dit comme j'avais fait pour Lies of Ice, je vais prendre le temps qu'il faut, le temps nécessaire pour pouvoir présenter un bon film ou un film qui en valera la peine pour ceux qui iront le regarder au ciné. Donc je prends vraiment mon temps, le titre qui existe déjà, que je vais peut-être le divulguer d'ici là, mais je suis vraiment en écriture de cela, mais ça prendra juste un peu plus de temps que prévu parce que j'aime toujours être sûr que la pré-prod est bien présentée ou est bien préparée afin que la production soit très simple et que surtout que la post-production passe beaucoup plus rapidement. Plus tôt, je ne sais pas, mais d'ici là, peut-être. Oui, ça va arriver. Marcelo Mbo officiel. Bonjour prof, comment faire pour vous inviter à une conférence comme intervenant? Marcelo, ça me ferait vraiment plaisir de venir intervenir dans l'une de vos conférences parce que j'aime bien ça, j'aime bien être en contact avec les gens. Mais pour le faire, c'est très simple. Il faut juste aller sur mon site internet, pochilo.com. Vous allez à l'onglet contact et là, laissez-moi un message. Je me ferai un plaisir de vous répondre et surtout d'être là. Mais ça serait vraiment génial si et seulement si vous me faites cette proposition-là un peu plus tôt. Comme ça, je saurais bien voir mon agenda, calculer comment paramétrer les choses pour être valable ou pour être disponible pour vous. Donc, parlez-moi de votre projet et je me ferai un réel plaisir de vous répondre. Merci beaucoup. Chris, salut Chilo, j'espère que vous allez bien. Supposons que je réalise un film. Où est-ce qu'on pourra le vendre? Quand vous réalisez un film qui est fini, généralement, la meilleure des choses serait de le passer en pitch et d'aller voir les producteurs. Parce que les producteurs sont des personnes qui pourront facilement pouvoir vendre vos films, aller les mettre en distribution. Vous devez savoir votre film, vous l'avez réalisé pour qui? Vous voulez le vendre à qui? C'est un film qui doit passer au festival simplement? Ou c'est un film qui doit passer dans les chaînes de télé, par exemple Canal+, DSTV ou je sais pas quoi? Ou ce sont des films que vous voulez juste vendre pour que quelqu'un puisse les diffuser dans des salles de ciné? Donc c'est que vous devez d'abord essayer de voir pour savoir à qui vous devez aller vendre ça. Parce que vous devez pas juste aller vendre à n'importe qui, supposons que votre film est fait plus pour des festivals, mais vous voulez aller les vendre pour les chaînes télé, ils vont pas l'accepter. Ça peut s'acheter aussi dans un film festival par exemple. Quand je dis s'acheter, c'est pas le festival qui l'achète, c'est quelqu'un qui s'intéresse, qui a vu la chose et qui se dit non, ok, ce film j'aimerais bien pouvoir le produire ou j'aimerais bien le distribuer. Je pense que vous devez essayer d'aller dans des festivals, là-bas ça vous permettra d'être déjà vu et surtout ça donnera plus de poids à votre œuvre dans le sens où si vous le présentez à n'importe qui en disant que ça a été retenu, ça a gagné tel prix ou tel prix, ça serait beaucoup plus facile pour vous parce qu'on dirait que le film a déjà confirmé, a eu à confirmer quelque part, que les gens acceptent. Et il faudrait aussi que ça soit du goût de ces gens-là. Ok. Diego Image 88. Quelles sont les conditions pour être un bon DOP? Au fait, les conditions, c'est savoir bien manager la lumière, comprendre comment la lumière interagit sur les surfaces ou sur une scène, avoir même la notion des couleurs. Et vous devez avoir la logique de la lumière. Si j'aime trop donner l'exemple du soleil, quand vous êtes devant le soleil, la manière dont la lumière se présente sur vous. Vous devez être un très bon chercheur dans la réalité. Comme je dis, regardez toujours la nature, comment ça se présente, parce que vous voulez présenter une scène qui se présente dans une maison où, comme je le dis souvent, il n'y a pas de lumière. Vous devez voir comment la lumière naturelle se présente à ce moment-là. Vous devez avoir la connaissance de la couleur, la connaissance de la lumière. Quand je dis la lumière, c'est dans ses valeurs, dans sa qualité, dans tout ça. La lumière, ça ne veut pas justement dire savoir que cette lumière est puissante et l'autre ne l'est pas. Non, même la qualité de la lumière, c'est ce que nous appelons le CRE. En tant que DOP, vous devez être à mesure de pouvoir bien manipuler les outils qui vous permettent à savoir ou à comprendre la couleur ou la lumière par sa couleur ou par son intensité. Par exemple, ce Sekonic Spectrometer C700R, ça me permet moi justement en tant que DOP de pouvoir faire cela facilement. Parce que dans ceci, vous pouvez avoir la possibilité, attendez, supposons, je prends la lumière qui est juste là à côté de moi, ça me donnera une valeur. Voilà, c'est la valeur que ça me donne. Ça me dit que cette lumière a le RA de cette lumière est de 88, ce qui veut dire que la qualité de cette lumière, elle est vraiment assez bonne. Ça va mieux reproduire la couleur que j'ai sur moi, que ce soit la couleur de ma peau. Donc, en tant que DOP, vous devez être au courant de ces outils, savoir comment les utiliser, savoir comment aller au-delà de juste simplement placer une lumière et dire, ok, on va shooter. Connaître cette nature de la lumière, parce que c'est cette lumière qui vous permettra de savoir comment paramétrer votre caméra après. Vous risquez d'acheter des lumières en disant que ce sont des bonnes lumières, mais si vous n'avez pas la connaissance qui peut vous faire une bonne reproduction, que ce soit de la couleur de la peau ou de vêtements ou quoi que ce soit. Donc là, en tant que DOP, vous aurez raté, vous aurez échoué. En tant que DOP, voilà, si je peux répondre comment vous pouvez bien faire votre travail.
Antonio Designer, comment faire correspondre deux caméras lors de l'étalonnage? Sinon, je vous aime beaucoup. Antonio, je vous aime aussi. Je vous aime énormément et que je prie que Dieu puisse vous bénir où vous êtes actuellement. Vous devez savoir que les caméras n'ont pas les mêmes essences. Elles sont toutes différentes. Donc pour dire que chaque caméra ou chaque brand a sa manière de présenter la couleur ou sa carte, elle est très différente. Comment faire pour pouvoir marier cela? Déjà au départ, vous devez faire en sorte d'avoir les mêmes réglages. Bien que malgré que vous avez les mêmes réglages, vous devez savoir que les objectifs, c'est diffère toujours. Chaque objectif a ses caractéristiques ou sa capacité de comment elle va prendre une lumière ou de comment elle va prendre les informations d'une image. Mais heureusement, avec le Color Space Transformer, qui est le CST qui est sur DaVinci Resolve, ça vous permet de ressortir exactement l'essence de la caméra ou les caractéristiques qui fait cette caméra-là. Ça vous permettra déjà d'être à niveau sur chacune des marques et cela vous permettra de pouvoir mieux les coordonner ou faire le grading pour donner beaucoup plus de ressemblance dans vos shots que vous avez shooté sur une Arri Alexa ou sur une Red ou même sur une caméra Sony. Vous pouvez dire à votre footage dans le plugin CST que ce footage a été shooté avec une caméra Red. Ça, c'est l'information que le CST prend. Mais vous lui dites à la fin que j'aimerais que la sortie de ce footage me donne l'apparence d'un rush provenant d'une caméra Arri. Et cela pourra vous rapprocher déjà au maximum de votre caméra. Donc, c'est de cette manière-là que moi, je travaille. Bonjour Montréal. Comment faire pour réunir un budget pour avoir le matériel que vous avez, et je pense je peux pas vous dire ce que vous pouvez faire, mais seulement je vous donnerai mon exemple. Moi, aujourd'hui, pour avoir tous les équipements que j'ai eu à voir, c'est d'abord par abnégation. Quand je dis par abnégation, et imaginez le premier équipement que j'ai eu de ma vie, c'était la pile d'une Canon. Canon, je sais pas si c'est quoi, c'est 600D, 600D, si je me trompe pas, c'est une ancienne Canon. Donc j'avais d'abord acheté la pile avant même d'acheter la caméra. Pourquoi? Parce que j'avais des objectifs clairs. Et après ça, j'ai eu acheté la caméra. Après, j'ai acheté l'objectif. Et puis, les petits jobs que j'ai commencé à faire avec cette caméra-là me permettaient d'acheter une deuxième pile, une carte, une ceci, et aujourd'hui voici tel que je suis. Non, allez juste dans l'optique où j'achète le petit élément. Comme je dis, par exemple, je donne un autre exemple, je vais acheter une voiture, mais j'ai pas l'argent pour acheter cette voiture. Qu'est-ce que je fais? La première des choses que je ferai, c'est je m'achète un pneu. Si l'argent que j'ai me suffit à un pneu, je m'achète un pneu. Je dis ça, c'est le pneu de ma voiture. Bien que je sais que la voiture viendra avec ses 4 pneus, j'imagine. Mais bizarre d'acheter une voiture sans pneu. Mais sinon, je me dis, ça serait même un pneu de réserve ou de secours si on veut. Mais néanmoins, je prends déjà un élément de ce qui fera de cette voiture-là. Donc, c'est comme ça que je me suis bâti ou construit d'année en année, qui fait de moi qui je suis aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si ça pourra vous aider, mais je me suis dit, faire comme vous, je ne saurais pas, mais je vous donne la manière que moi j'ai eu à faire. Dieu merci, et je remercie Harris de m'avoir aidé pour ce que j'ai aujourd'hui. Donc, voilà. Sipa Films. Salut Po. Une colorimétrie réussie dépend de la marque de la caméra utilisée en production? Oui, c'est pas. Une colorimétrie dépend vraiment de la marque de la caméra. Pourquoi? Parce que chaque caméra a sa plage de dynamique, comme on dit. Plus la plage, elle est grande en termes de dynamique, plus vous avez cette possibilité-là ou la latitude d'aller beaucoup plus loin dans votre post-production pour mieux travailler sur cela. Par exemple, si je dis, on vous remet une vidéo qui est déjà en mauve. Si vous avez cette vidéo-là, vous n'aurez pas trop de marge de manœuvre parce qu'en mauve, vous n'aurez plus trop de marge de manœuvre pour retoucher ou récalibrer votre image. Mais si vous avez un fichier RAW, ça vous permettra déjà d'aller plus loin puisque la plage de dynamique, on imagine qu'elle est beaucoup plus grande. Ça dépend de ce que vous recherchez d'abord parce que chaque caméra, malgré sa grande plage dynamique, vous avez quelques différences. La Arri, pour moi, elle représente la peau d'une manière très bien, très bonne. J'aime bien la manière dont la Arri représente la peau humaine, mais aussi la manière dont elle gère les tons sombres, les tons clairs. Dans sa plage, elle est vraiment assez soft comparé à la Red où on sent un grand contraste entre le blanc et le noir. Pour moi, une bonne colorimétrie dépend plus de la préparation avant la production et même pendant la production. Par exemple, moi, pendant la production, j'utilise ceci qu'on appelle le color checker. Le color checker vous permet justement d'avoir cette reproduction fidèle de la lumière, enfin de la couleur. Par exemple, là, avant de shooter, je place ça devant la caméra. Ça me permet qu'à la post-production, je puisse revenir quasiment sur cet élément et de piquer chacune des couleurs pour me rassurer que les rouges restent rouges, le bleu reste bleu et que ça me donne aussi la possibilité d'utiliser mon white balance, de pouvoir mieux le balancer. Ça dépend vraiment pas forcément que de la caméra, mais aussi de la manière dont vous avez préparé, comme j'aime bien le dire, la direction artistique, la couleur des accessoires, de wardrobe et tout ça. Donc, c'est tout ça qui fait que votre colorimétrie à la fin sera très waouh par rapport aux objets qu'on a dans cette scène-là. Name Shoot. Pourquoi dans votre grading, il y a le rouge et le gris, comme par exemple le spot de Vodacom? Eh ben, Némi, tu as presque toi-même répondu déjà à la question. Dans mes spots Vodacom, il y a plus du rouge parce que le rouge, c'est la couleur qui représente la marque Vodacom. Normalement, quand on fait des productions pour des clients, on fait en sorte de prendre leur charte graphique, de les ramener
met aussi en image. On ne peut pas faire un spot de Vodacom et on met plus de couleur jaune que du jaune. Ça sera pas Vodacom. Il faudrait que la charte du client puisse être mise en avant afin que dès qu'on voit l'image, on sait directement dire ah ça c'est Vodacom par la couleur. Donc si je mets beaucoup plus de couleurs rouges quand je travaille avec Vodacom, c'est juste parce que il faudrait que Vodacom soit représenté d'une manière chartique, si je peux dire ça. Non, je sais pas si ce mot existe, mais au moins d'une manière, on puisse le reconnaître par sa charte graphique. Bon, le gris, généralement dans tous mes films, il y a le gris parce que le gris, je considère pas ça comme une couleur. Il y a le gris, le noir et le blanc. Je considère pas ça comme une couleur du fait que elles peuvent passer partout. Elles peuvent être pour n'importe qui. Et si vous remarquez, tout le monde a du noir, du blanc et du gris. Peu importe la marque. Donc, en gros, voilà. MCW Williams, s'il te plaît Paul, j'aimerais avoir plus d'éclaircissements sur le shortlist et la feuille de dérochage. La feuille de dérochage, je pense que c'est ce que tu voulais dire. Sinon, laisse-moi un commentaire et je saurai peut-être mieux répondre pour cela. Mais connaissant une shortlist, comme j'aime toujours le dire, une shortlist, c'est une sorte de storyboard, mais écrit, pas dessiné. C'est juste que vous ne pouvez pas aller à un travail ou à un endroit sans pour autant avoir une feuille de route. C'est comme si vous avez une feuille de route, au fait. Et surtout, la shortlist vous permet de ne pas manquer d'informations. Par exemple, vous n'avez pas vu arriver à un endroit, bon, on va shooter la maman qui est assise là. Ok, vous commencez à la shooter, elle est assise et puis vous partez. Et vous vous rendez compte que vous avez shooté la maman assise, mais vous avez oublié de shooter que quand elle était assise, elle avait pris un téléphone qui était juste à côté, posé à côté d'elle. Maintenant, la shortlist vous permet d'avoir ces détails en vous disant que je vais shooter la maman assise. Là, le premier shot que je fais, c'est un shot d'establishment où j'établis l'environnement ou l'endroit où on est dans un village. Et puis, je fais un plan rapproché pour montrer qu'une personne est en train de s'asseoir sans d'abord montrer la personne. Tout ça, c'est écrit. Ça, c'est shot 2. Et shot 3, c'est faire un plan moyen, montrer maintenant la maman assise, voulant commencer à parler. Si c'est disons, si elle doit parler à quelqu'un. Ça, c'est chose 3. Mais vous dites qu'avant qu'elle commence, elle s'arrête. À un moment donné, elle prendra le téléphone. Donc, on doit faire un gros plan sur sa main, prenant le téléphone qui est à côté d'elle. Ça, c'est un shot 4. Vous voyez, ça, c'est la shot list. Vous listez juste tous les éléments que vous devez shooter. Maintenant, la liste de dérochage, ou le dérochage, je pense que c'est de ça que vous parlez. Il faudrait juste être sûr qu'à chaque fois que vous dérochez, rassurez-vous que vous avez un DIT, comme on dit, DIT. DIT, c'est Digital Imagery and Technician, si je ne me trompe pas. C'est la personne qui est censée juste faire les dérochages et se rassurer que vous avez tout en ordre. Et même, il doit être en mesure de pouvoir retoucher ces images-là sur la scène pour vous permettre d'avoir déjà une idée d'à quoi ça va ressembler quand vous allez faire les talonnages finaux. Moi, je vous dis merci beaucoup. Merci pour vos questions. J'en ai sélectionné que le peu que j'ai pu sélectionner. Il y en avait plusieurs, mais comme je dis, j'essaie toujours d'aller toujours à l'ordre d'arrivée. Et surtout, comme j'aime bien le dire avant de partir, laissez-moi un pouce blanc. Abonnez-vous sur la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. N'oubliez pas d'activer la cloche pour des contenus plus instructifs et alléchants. Suivez-moi sur mes autres plateformes, que ce soit Instagram, Facebook ou Twitter. Et comme j'aime toujours le dire, ne vous arrêtez jamais de travailler. Continuez toujours. Écrivez, shootez, éditez et recommencez encore. Merci à vous et bye.